Bienvenue à tous pour une nouvelle plongée immersive. Aujourd'hui, on se transporte à Lincoln. Lincoln, Nebraska, Oui, c'est ça, au Nebraska, en 1949. a une année riche en rebondissements. Exactement, imaginez une ville plongée dans la peur, un tueur en série qui sème la terreur. Un tueur en série ciblant un type de femme bien précis. Oui, et puis un meurtre apparemment sans aucun lien avec cette série de meurtres et un incroyable coup de théâtre qui va tout bouleverser. C'est ce qui est fascinant dans cette affaire. On a l'impression de suivre deux enquêtes, deux histoires qui se chevauchent et puis, paf, elles se percutent de manière totalement inattendue. Préparez-vous parce qu'on va décortiquer chaque détail, chaque indice, chaque témoignage pour reconstituer ce puzzle macabre. Accrochez-vous bien. On est en juin 1989 à Lincoln, au Nebraska. La ville est en proie à la peur. La psychose s'est installée. Oui, on parle du tueur des blondes boulottes. C'est le nom qu'on lui donne. Il a déjà assassiné 4 femmes. 4 femmes qui partagent des caractéristiques communes. Oui, toutes rondes blondes retrouvées étranglées. Et à chaque fois, un objet personnel a disparu. Ce qui intriguait les enquêteurs, c'était ce détail. Cet objet volé était-ce un simple trophée, une signature, ou bien y avait-il un lien entre cet objet et le mobile des crimes? On va y revenir plus tard, mais c'est une question qu'il faut garder à l'esprit. Absolument. La tragédie frappe à nouveau Judith Bello, une femme qui correspond au profil des victimes, est retrouvée assassinée dans le parking de son immeuble. Un lieu a priori sûr, bien éclairé. Oui, et pourtant, le piège s'est refermé sur elle. Ce qui est intéressant, c'est le choix du lieu. Le tueur ne se cache pas. Il agit presque au grand jour, peut-être une façon de défier les autorités et de montrer son audace. Le shérif Herbert Harrison, fraîchement élu, se retrouve sous une pression énorme. L'affaire devient l'obsession de la ville. Oui, il faut absolument trouver des réponses apaisées la population. Les enquêteurs notent rapidement les similitudes avec les meurtres précédents. Le profil de Judith, la méthode et cet objet manquant. Cette fois, c'est un collier en or offert par son mari. On est en plein tourbillon médiatique, la presse s'empare de l'affaire, la peur s'amplifie et chaque nouvelle information est décortiquée, amplifiée. Et au milieu de ce chaos, le shérif Harrison doit garder la tête froide pour ne pas se laisser influencer par l'émotionnel. Trouver le juste équilibre entre l'urgence de la situation et la rigueur de l'enquête. Et là, une voisine de Judith révèle un élément crucial. Judith était terrifiée. Elle avait peur de devenir la prochaine victime, au point qu'elle envisageait de quitter la ville. Ce qui est important, c'est que Judith n'avait pas simplement peur du tueur des blondes boulottes, comme tout le monde à Lincoln, elle se sentait personnellement menacée, comme si elle savait que le danger était plus proche, plus personnel. On interroge alors le mari de Judith Horace Bello. Il est effondré, confirme la disparition du collier en or, parle du projet de déménagement et clame son innocence. Un mari éploré qui coopère avec les enquêteurs. À ce stade, les enquêteurs sont confrontés à un dilemme. Doivent-ils se focaliser sur la piste du tueur en série, qui semble correspondre au profil de Judith? Ou bien explorer d'autres pistes en tenant compte de cette peur si particulière que Judith ressentait. Et puis, coup de théâtre, plus aucun meurtre des semaines puis des mois passent et le tueur des blondes boulottes semble s'être volatilisé. Disparu dans la nature. Le shérif Harrison commence à envisager 2 hypothèses. Soit le tueur est mort, soit il est en prison pour un autre crime. Cet arrêt soudain des meurtres est troublant. Est-ce la fin du cauchemar ou bien le calme avant la tempête? L'enquête piétine, l'angoisse persiste. Mais l'espoir renaît lorsque Aloysius Wagner, un propriétaire, contacte le shérif. Un témoignage inattendu qui va relancer l'enquête. En vidant l'appartement de son locataire, récemment décédé, un certain John Davis, il découvre un véritable trésor macabre. Un trésor macabre. Des montres, des bagues appartenant aux 4 premières victimes. C'est la découverte que tout le monde attendait. Enfin, une piste solide. Tout semble indiquer que John Davis est le tueur des blondes boulottes. L'affaire semble enfin résolue. Le soulagement. Oui, le soulagement du shérif Harrison et de ses équipes, le coupable est identifié, les preuves sont là, il ne reste plus qu'à classer l'affaire et permettre à la ville de respirer à nouveau. On imagine le soulagement pour le shérif Harrison et ses équipes. Le coupable est identifié, les preuves sont là, plus qu'à classer l'affaire et la ville va pouvoir enfin respirer. Oui, fin, respirer, sauf que là survient un deuxième coup de théâtre, une révélation qui va tout remettre en question. John Davis est mort le 13 juin, Le 13 juin. 3 jours avant le meurtre de Judith. Ah, Comment est-ce possible? Les dates ne concordent pas. Soudain, l'enquête prend une toute autre dimension. Il n'y avait pas un tueur, mais 2. deux tueurs. John Davis, responsable des 4 premiers meurtres, et un autre individu encore inconnu qui a assassiné Judith Bello. Et si Judith n'a pas été tuée par le tueur des blondes boulottes, alors cette peur si spécifique prend tout son sens. Exactement. Judith ne se sentait pas menacée par le tueur qui sévissait dans la ville. Elle pressentait un danger plus proche, plus personnel. Et si on reconsidère le témoignage du mari, ses réactions,
le fait qu'il était le seul à connaître le projet de déménagement de Judith. Tout c'est clair. Le shérif Harrison comprend instantanément que le mari Horace Bellow est le deuxième tueur, loin d'être un mari éploré. Il s'avère être un manipulateur froid et calculateur. Un retournement de situation incroyable, on est passé d'un sentiment de soulagement à une nouvelle vague d'effroi, le danger se cachait sous le masque du deuil de la tristesse. Horace Bellow est arrêté et avoue, rapidement, il voulait refaire sa vie avec une autre femme. Mais Judith refusait le divorce. Le mobile du crime est classique la jalousie, le désir de se débarrasser d'un obstacle, mais ce qui est glaçant, c'est la façon dont Horace Bellow a exploité la situation. Il a profité de la psychose collective créée par le tueur des blondes boulottes pour masquer son propre crime. Il espérait que Judith serait la prochaine victime du tueur en série et que son acte passerait inaperçu. On voit ici une différence fondamentale entre les deux tueurs. John Davis, dont on ignore les motivations profondes, semble avoir agi de manière impulsive, presque chaotique. Alors qu'Horace Bellow lui a planifié son crime de manière méthodique, profitant de la terreur ambiante pour se créer un alibi, c'est la différence entre un pauvre fou, comme le qualifiait le shérif, et un assassin calculateur. Cette affaire nous amène à réfléchir à la perception que l'on a des tueurs en série souvent diabolisés, perçus comme des monstres. Alors qu'un crime passionnel comme celui d'Horace Bellow suscite parfois une certaine forme de compréhension, voire de compassion. On se dit que la jalousie, la vengeance sont des sentiments humains que l'on peut comprendre ou justifier. Mais au fond, la violence reste de la violence, qu'elle soit motivée par la folie, la passion ou l'intérêt. Elle détruit des vies et laisse des cicatrices indélébiles. L'affaire du tueur des blondes boulottes est un rappel brutal que la réalité dépasse parfois la fiction, que le mal peut se cacher derrière un visage familier, un sourire rassurant. Et que la vérité parfois est bien plus complexe, plus sombre qu'on ne l'imagine. Alors que notre plongée dans cette affaire touche à sa fin, une question me hante. Aurait-on pu éviter le drame si la peur de Judith avait été prise au sérieux dès le début? Aurait-elle pu être sauvée? C'est une question difficile, on ne peut pas revenir en arrière, mais ce qui est certain, c'est que cette affaire met en lumière l'importance de l'écoute, de l'empathie. Judith a exprimé sa peur, mais elle a été d'une certaine manière ignorée, minimisée. Oui. On peut se demander si en tant que société, on ne banalise pas trop souvent la peur des femmes en la réduisant à une simple émotivité. Et pourtant, dans ce cas précis, la peur de Judith était un signal d'alarme, un indicateur précieux que quelque chose n'allait pas de décéder. C'est d'autant plus troublant que cette peur était dirigée vers la mauvaise personne. Elle craignait le tueur des blondes boulottes, une menace extérieure, alors que le danger se cachait dans son propre foyer. C'est là que la complexité de la psychologie humaine entre en jeu. La peur peut être un guide, un instinct de survie, mais elle peut aussi nous tromper, nous faire voir des dangers là où il n'y en a pas, ou au contraire, nous aveugler face à une menace bien réelle. L'affaire de Lincoln nous enseigne qu'il faut apprendre à écouter notre intuition sans pour autant tomber dans la paranoïa. Oui, Il faut savoir discerner les signaux d'alerte, analyser les situations et surtout ne pas hésiter à demander de l'aide si on se sent menacé. et ne jamais sous-estimer la capacité de manipulation de certains individus. Horace Bellow a su jouer un rôle, se cacher derrière un masque de tristesse pour mieux dissimuler ses intentions criminelles. Cette affaire est un rappel que la réalité est souvent plus complexe, plus sombre que ce que l'on imagine. Le mal peut se nicher là où on l'attend le moins. Et parfois la vérité est plus difficile à démêler qu'il n'y paraît. L'affaire du tueur des blondes boulottes nous laisse avec un sentiment d'inachevé, de questions sans réponse, mais elle nous invite aussi à une réflexion profonde sur la nature humaine, sur la perception de la peur, sur la frontière fragile entre la raison et la folie. Merci à tous de nous avoir suivis dans cette plongée au cœur d'une affaire aussi complexe que troublante. Et à bientôt pour une nouvelle exploration des méandres du réel.